C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Média TV Afrique dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. La jalousie, un sentiment souvent plus fort que soi, incontrôlable et hors de toute considération rationnelle. Mais à quel moment la jalousie devient-elle un véritable problème, en plus d'être une souffrance intolérable? Élément de réponse en première partie d'émission. Nous sommes tous dotés de larmes, mais à situation similaire. Certaines personnes pleurent plus que d'autres. Montrer ses émotions, particulièrement quand elles sont négatives, liées à une tristesse, une mélancolie ou une forme d'humiliation, est souvent interprétée comme une forme de faiblesse. Mais les larmes ont-elles des bienfaits insoupçonnés? Est-il important aujourd'hui de pleurer? Vous le saurez en fin d'émission avec mes invités du jour. Auxence, étudiant en gestion des entreprises et administration. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Régis, c'est toujours un plaisir et bonsoir à tous qui nous regardent de loin ou de près. Et nous avons également le plaisir de recevoir sur ce plateau de Génération News Davy, entrepreneur et créateur de contenu. Merci d'avoir répondu évidemment à l'invitation de Génération News. Merci Régis. Et on poursuit les présentations avec la seule femme sur le plateau de Génération News, Chloé, étudiante en droit maritime. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est toujours un plaisir. Et on termine avec Christopher, étudiant en agro-industrie. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Régis. Nous allons tout de suite démarrer avec la première thématique. On parlera évidemment de la jalousie, ce sentiment noir considéré comme tel par beaucoup de personnes. Mais avant évidemment d'entrer en profondeur, Chloé, comment la jalousie naît-elle? Merci pour la parole. Pour moi, d'après moi, la jalousie vient peut-être d'un sentiment que l'on a, peut-être pas de l'amour ou autre chose, je ne sais pas, ça doit être peut-être un sentiment déformé, une réalité déformée que l'on a de la chose parce qu'on veut s'accaparer ou s'approprier la présence de la personne avec qui on est en fait. Ouais, beaucoup de personnes parlent de possession quand on fait preuve de jalousie. Davy, est-ce qu'aujourd'hui l'amour peut exister sans jalousie ou c'est complémentaire? On a peut-être besoin quelque part d'un peu de dose de jalousie pour, on va dire, amplifier le degré de l'amour. Très bonne question, Régis. Alors, je vais d'abord partir sur la jalousie. D'accord. Il faut savoir que la jalousie met au goût du jour 3 défauts chez un être humain, chez une personne de façon générale, et le manque de confiance en soi, une mauvaise estime de soi et un manque de sécurité affective. Ce qui fait en sorte qu'on a tendance à vouloir posséder l'autre, contrôler l'autre et faire de sa vie, s'approprier sa vie. Oui, je pense que il peut y avoir de l'amour sans jalousie. Il suffit d'avoir confiance en son partenaire ou sa partenaire et avoir cette ligne de communication aussi limpide que l'eau de roche pour pouvoir se dire « je peux me fier à une personne ». Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière la jalousie, Christopher? C'est quoi le sentiment? Pourquoi on est obligé de l'être à chaque fois? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, il faut souligner que la jalousie, normalement, c'est un ensemble de comportements déjà qui dénonce en fait des caractères chez un partenaire qui ne grandit pas les relations. Alors, quand on se met par exemple en relation avec un partenaire et que le partenaire a des comportements à prohiber, il y a un ensemble d'attitudes qu'on adopte pour, n'est-ce pas, reprocher l'autre pour grandir. Oui, mais est-ce qu'on a besoin d'être jaloux pour le faire? Je veux dire, on peut la communication dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, c'est la base. On peut communiquer. Pourquoi être jaloux derrière? Même la communication. Je peux dire qu'il y a une manière de communiquer qui est normalement... Moi, par exemple, lorsque je suis avec une partenaire, si je trouve qu'elle a un comportement déviant, moi, pour manifester mon sentiment de jalousie, déjà, je vais lui faire part. Et si elle ne comprend pas, je vais tout de suite bloquer la communication entre elle et moi. Vous êtes jaloux? Alors, vous êtes jaloux? Enfin, je veux dire, vous l'assumez, votre jalousie? Bien sûr, bien évidemment. D'accord. Je suis jaloux. D'accord. Oui, David. Je voulais dire, quand Christopher parle d'un comportement déviant, vous savez, on ne reproche à l'autre les défauts qu'on a soi-même. D'accord. D'accord. Quand tu constates un comportement déviant à l'autre, en réalité, c'est toi-même qui te reproche. Parce que si tu as confiance à ton ou ta partenaire, rien ne t'empêche rien ne te pousse à douter de la personne. Parce qu'aujourd'hui, toutes les relations où la confiance n'existe pas, elle part du fait qu'on ne se fait pas confiance en soi-même. Parce que si tu as confiance à ta personne, à toi, je veux dire,
tu fais confiance à l'autre. Mais s'il n'y a pas cette confiance en soi, tu ne peux pas faire confiance à autrui. Donc, jalousie, dans peu importe le contexte, ça a trait à une forme de absence de confiance en Justement, soi. et surtout un manque de sécurité affective. Parce que c'est vrai que quand on aime une personne, on n'a pas envie de partager la personne. On n'a pas envie on a envie de passer tout le temps avec cette personne. Mais il faut savoir qu'en couple ou pas, quelle que soit la relation, la nature de la relation, chacun de nous a son jardin secret. Chacun de nous a sa vie, a son intimité, même si nous partageons la même chambre. J'ai ma vie, tu as ta vie, j'ai le droit d'avoir des amis, j'ai le droit de faire certaines choses en fait. Mais si toi tu veux me posséder, tu m'empêches de vivre en fait, tu veux vivre par procuration. Et ça, à un moment donné, ça devient une jalousie maladive. Et c'est très très dangereux parce que tu t'accapares de la vie de l'autre au point de penser que l'autre ne peut être heureux qu'à travers toi, d'accord. Et justement, Oxence, on a parlé, vous avez parlé de maladies excessives, hein, en parlant évidemment de la jalousie. On va y revenir, hein, mon cher David. Oxence, évidemment, qu'est-ce qui gêne dans les actes de jalousie concrètement? Vous êtes en couple, vous êtes évidemment appelé à l'être, peut-être que vous l'êtes aussi, hein, peut-être que vous êtes jaloux, vous allez nous le dire. En tout cas, mais qu'est-ce qui gêne dans les actes de jalousie? Et déjà, merci Régis de m'avoir donné la parole encore à nouveau. Déjà, j'aimerais d'abord rebondir sur le thème de notre la jalousie. Allez-y. C'est la jalousie est un défaut ou une preuve d'amour. Bon, pour moi, je pense que je suis partagé sur la question, comme pour dire que la jalousie est un défaut dans la mesure où elle devient une maladie abusive en fait. D'accord. Voilà. Et pour moi, la jalousie est une preuve d'amour dans la mesure où c'est un amour simple en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maladie abusive là-dedans. Voilà. Maintenant, pour répondre sur votre question, vous me demandez qu'est-ce que gêne dans les actes? Parce que beaucoup, voilà, les termes qui sont ressortis un petit peu quand on parlait de jalousie, on parlait de possession, on parlait de manque de confiance en soi. Mais qu'est-ce qui gêne réellement dans ces actes de jalousie? Bon, selon moi, je pense que ce qui gêne dedans, en fait, c'est quand vous êtes trop surveillé, quand votre partenaire vous fouine, votre partenaire ne cesse de vous coller à la culotte, comme on le dit par exemple au quartier, alors là, la gêne s'installe. C'est-à-dire vous n'avez plus votre intimité personnelle. Et là ça relève un comportement de méfiance envers votre partenaire. Et du coup, vous ne vous sentez plus en vous et ça peut entraîner même à la rupture, en fait, il faut le dire, entre les deux conjoints. Donc, pour moi, je pense que la jalousie est un bon sens dans la mesure où comment dirais-je, elle se pratique de manière simple, en fait. C'est-à-dire, c'est réciproque entre le monsieur et la dame. Il n'y a pas c'est pas abusé. Et c'est un défaut lorsque un partenaire fouine dans la vie de l'autre. Oui, on parlait de possession, de jalousie excessive. Oui. On va revenir sur un point, David, je te donne la parole tout à l'heure. Je vais me tourner vers Christopher. Alors, on a parlé évidemment de la jalousie. David a dit que la jalousie, en parlant de jalousie maladive, et si on parle de maladie, c'est que c'est une pathologie, mais comment on fait pour soigner cette pathologie? Alors, chez nous, en Afrique, on n'a pas le sens, ou bien j'ai envie de dire la notion des psychiatres. Donc, chez les autres, je pense que... Un psychologue, vous voulez dire? Ouais, exactement, parce que merci. Le psychiatre, c'est autre chose. Merci. Je voulais parler des psychologues, voilà. D'accord. Donc, nous, on n'a pas la notion des psychologues. Hein. D'accord. Et chez les autres, par contre, lorsque la jalousie devient une maladie, on oriente vers un psychologue qui analyse et oriente sur un comportement à adapter. Oui, mais le psychologue chez nous en Afrique, c'est qui? C'est le frère, c'est la sœur, c'est le maman? J'arrive, c'est exactement ça. Chez nous en Afrique, il faut faire recours à un frère, à une sœur, à maman, à tonton, parce qu'on dit toujours le meilleur joueur, il est au banc des touches. C'est la personne qui est en retrait dans une relation, qui peut mieux observer, mieux vous indiquer sur des méthodes ou bien des comportements adoptés pour grandir la relation et aller de l'avant. Donc du coup, pour soigner cette pathologie, c'est beaucoup de confiance, c'est beaucoup de communication, le fait d'extérioriser un petit peu ce qu'on ressent aussi lorsqu'on est dans ce sentiment de jalousie là. Exactement, surtout la confiance. Chloé, Oxence a parlé également de surveillance, hein, c'est le terme qu'il a utilisé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement des nouvelles technologies ont un petit peu amplifié ce sentiment de jalousie? Parce que lorsqu'on est dehors et qu'on reçoit un message de notre chérie qui nous demande où on est, qu'est-ce qu'on fait, avec qui nous sommes, évidemment, quelque part, ça ressemble un petit peu à ce que Oxence disait tout à l'heure. La surveillance. Oui, bien évidemment. On devient un peu comme des agents secrets, des gens de la CIA ou je ne sais pas trop quoi.
La technologie a un peu amplifié les choses, comme tu le disais très bien, parce que maintenant, on peut retracer un téléphone. Je suis chez moi. J'appelle mon partenaire, il ne répond pas, je veux savoir où il est. Je peux le suivre par GPS, même si son téléphone est éteint, mais à distance, peut-être qu'il y a une application qui me permettra d'allumer son téléphone et de le suivre par GPS, par exemple. Oui, évidemment. Donc oui, David, allez-y. Je suis content de savoir qu'en face de nous, on a un agent secret. C'est bien. Mais il faut comprendre que le phénomène de la jalousie se crée volontairement. D'accord? Du moment où on commence à se poser beaucoup de questions sur l'autre, son partenaire. On commence à se poser beaucoup de questions et on commence à créer un sentiment de jalousie. Oui, mais est-ce que ça naît volontairement ou bien c'est implicitement l'autre qui le crée en nous? Non, ça naît volontairement parce que je me dis, qu'est-ce qui peut nous pousser à soupçonner l'autre? Vous voyez? C'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui peut m'amener à soupçonner ma partenaire? Christopher parlait du comportement. À partir du moment où le comportement devient douteux, on peut évidemment commencer à se poser toutes ces questions. On n'est pas tous nés d'une même mère. Et même les enfants qui sont nés d'une même mère ont des comportements différents. Donc, quand on se met ensemble, vous savez, on n'épouse pas la meilleure personne. Hein. On épouse la personne qui accepte nos défauts. On ne se met pas avec la meilleure personne, on se met avec la personne qui accepte nos défauts. Donc, il faut accepter l'autre avec son comportement, avec ses défauts. Il faut s'accommoder, parce que l'autre s'accommode à vous. Maintenant, si dans ce comportement, bien sûr, il faut y mettre la communication. Maintenant, si dans ce comportement, vous commencez à trouver des incohérences, vous lui faites part de ça. Maintenant, si au départ, vous savez qu'il est comme ça ou qu'elle est comme ça, pourquoi soupçonner forcément un acte de trahison? Chloé? Ça peut aussi venir de la personne en face de nous. Par exemple, pour répondre au téléphone. J'ai pas besoin d'aller me cacher, d'aller aux toilettes ou je sais pas pour répondre en fait. Si c'est un appel innocent de la part d'une personne avec qui je n'ai pas de rapport intime, je vois pas où ça pose problème de répondre devant mon partenaire. Et je peux pas aussi recevoir des appels des hommes, surtout des hommes, peut-être à minuit ou à 1h. Voilà. Chloé, vous permettez, en fait, il y a ce qu'on appelle la discipline. D'accord? Il faut être discipliné quand on est en couple, quelle que soit la relation, même avec vos frères, il faut être discipliné. Alors, vous êtes une femme, bien sûr, vous avez bien fait de parler des heures d'appel. Vous êtes en couple avec une personne. Vous n'avez jamais accepté que je vous appelle à 23h. C'est de la discipline. D'accord? Même si c'est votre frère qui vous appelle à 23h, il doit savoir que vous êtes en couple. À 23h, c'est censé être au lit. Moi, je prends un exemple. Quand ma mère m'appelle que je suis avec mes amis, je me déplace. D'accord? Parce qu'on peut aborder des sujets personnels. Je n'ai peut-être pas envie que l'autre le sache. Si mon frère m'appelle et qu'il veut me parler quelque chose de personnel, je me déplace. Oui, mais quand tu te déplaces, quand tu reviens, est-ce que tu rassures la personne en disant j'étais au téléphone avec mon frère, avec ma mère? Et là, ça devient dangereux parce que si vous vous déplacez et qu'après vous donnez des explications, ça pousse l'autre à se poser des questions. Ou ça peut avoir l'effet contraire, Christopher. Oui, mais il y a un truc. Moi, par contre, je pense qu'à l'opposé de ce qu'il disait, la jalousie, c'est déjà un sentiment inné. Tout le monde naît avec la jalousie et c'est un comportement qui déclenche en soi la jalousie. Donc, ça peut ne pas être le partenaire actuel qui est à l'origine de la jalousie. Ça peut être une expérience qu'on a vécue à la base qui, n'est-ce pas, fait en sorte que le partenaire soit désormais prudent, j'ai envie de dire. Alors, donc, pour revenir à ce qu'il disait, moi je pense que la jalousie, c'est pas un sentiment, comme il disait, un sentiment... Comme il disait, un sentiment qui naît du comportement de l'autre. C'est nous-mêmes qui créons ce sentiment de jalousie. Voilà, moi je pense que c'est pas nous-mêmes qui créons ce comportement, cette jalousie, mais c'est un élément déclencheur dans la relation qui crée. Et c'est toujours lié, comme on l'a dit, au comportement. Oui, Oxence. Oui, bon, moi en fait je voulais ajouter dans ce que Christopher disait, comme pour dire qu'en fait, en réalité, la jalousie ne peut pas naître de nous-mêmes. C'est par rapport au comportement. Comme il disait, tout à l'heure, il disait que c'est un sentiment que nous tous, on est avec. Alors, lorsqu'on nous sommes dans une relation, la jalousie ne peut pas naître de nous-mêmes. La jalousie naît comment? Elle naît, si par exemple, nous sommes dans une relation, elle et moi par exemple, Chloé et moi, nous avons une relation. Quoique c'est toléré aujourd'hui. Voilà. Chloé et moi, on entretient une relation. Alors, Chloé va remarquer peut-être qu'aujourd'hui, avant, j'étais celui-là qui laissait mon téléphone. Je n'avais pas de code.
mon téléphone était toujours ouvert, elle décrochait peut-être à mes appels ou encore elle répondait à mes messages, mais elle va remarquer que quelques jours après ou quelques années après, mais je suis celui-là qui n'est même plus l'amabilité de laisser mon téléphone à la table. Le comportement, ça trahit aussi quelque part. Elle va commencer à se poser des questions. Elle va commencer à se poser des questions. Pourquoi est-ce que mon partenaire Oxens, aujourd'hui, il cache le téléphone? Avant, il ne codifiait pas le téléphone, maintenant il le fait. Donc voilà. Alors, en fait, il faut comprendre que dans toute situation, quelle que soit la situation, quelle que soit la relation, il faut des principes, il faut des règles, d'accord? Il faut une certaine discipline. Mais on n'exclut pas ça. On n'exclut pas ça, David. Parce que je rebondis sur ce que tu parles de discipline. On est d'accord sur le principe. Mais prenons le cas de Chloé. C'est la seule femme, elle va nous excuser, c'est la seule femme sur le plateau. Chloé a des prétendants. Évidemment, elle met une discipline à partir de 23h, elle ne reçoit pas d'appel. Mais elle ne va pas demander au prétendant de ne pas appeler à partir de 23h. Même si elle le fait, le prétendant va appeler à partir de 23h parce qu'il a une mission à accomplir. Tout à fait, je suis d'accord. Du coup, elle ne décroche pas, mais si son petit ami voit des appels à 23h d'un numéro inconnu, il va se poser des questions, quoi. Justement, ce que je voulais dire, c'est que la jalousie naît de nous-mêmes. Comment et pourquoi? Vous savez, au début d'une relation, vous savez, on dit en amour, tous les débuts sont beaux. C'est pourquoi les hommes prennent plaisir à recommencer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis avec Chloé, je vais montrer à Chloé que je suis le meilleur, en fait. Je vais faire des choses, même parfois, je vais m'étonner à dire, est-ce que c'est moi? Mais après, dès que l'habitude s'installe, je montre à Chloé mon vrai visage. Mais permettez? Pas pour vous couper, c'est justement pour vous dire que lorsqu'on commence une relation, il faut être vrai dans la relation. Et il ne faudrait pas... Dans votre relation au début? Mais bien sûr que oui. Non, bien sûr que, moi je ne peux pas aller vers... Je peux pas aller vers une fille, aller lui présenter un Oxens qui ne sera pas l'Oxens de demain. Je suis Oxens... Vous êtes un homme parfait alors? Non, je ne suis pas parfait. Non, la perfection n'existe pas. On va recentrer le débat. On va revenir sur... On va recentrer le débat. On parle évidemment de la jalousie, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais on va revenir sur un point. Alors Chloé, évidemment, on parle de jalousie, ils ont parlé de cette capacité à l'être, notre ami Christopher a parlé de la gestion aussi de la jalousie, mais vous, en tant que femme, est-ce que ça vous rassure d'être avec un homme jaloux? Pas forcément. Pourquoi? Parce que être jaloux au point d'être possessif, au point de jouer à l'agent secret avec moi, où je ne peux même plus aller peut-être à l'épicerie d'en face sans pouvoir, même si je veux mettre une culotte et un t-shirt pour aller à l'épicerie d'en face, il va me dire non, il faut mettre un pantalon et tout. Voilà, c'est en fait une jalousie maladive, possessive, elle est très très nocive pour la relation. Mais par contre, à des petits degrés, des petites touches, oui, ça peut aller. Donc Christopher, si on suit la logique de notre amie Chloé sur ce plateau, la jalousie en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est la jalousie, c'est l'excès, la jalousie possessive qui dérange en fait. Exactement, et moi aussi je suis de son avis. Il faut, comme on dit, l'excès de toute chose nuit. Donc, la jalousie maladive, c'est ce qu'on interdit, mais la jalousie qui va dans le sens de construire la relation, dans le sens de faire vivre la relation, je pense que c'est la meilleure des jalousies. Et en général, dans la jalousie, il y a un émetteur et un récepteur, et c'est en général le récepteur qui souffre beaucoup. Et comment on fait pour gérer ça justement? On a parlé de la communication, mais est-ce que ça se résume qu'à la communication, Oxens? Bon, la communication, déjà, en toute chose, la communication, c'est la base. D'accord. C'est le moteur. Et si on a dit que la communication c'est la base, en plus la communication, on peut aussi faire recours à d'autres méthodes. Notamment, si on n'arrive pas à cerner la jalousie maladive, on peut faire recours au coach ou on peut faire recours à, comment dirais-je, à un ami, une amie qui va nous instaurer un peu sa façon de vivre. Oui, mais en général, prenons le cas des femmes, hein, c'est pas pour être sexiste, mais en général, les femmes, elles ont cette capacité à bien centrer leur jalousie. C'est-à-dire, je m'explique, supposons que notre ami David ici a sa petite chérie qui, on l'a dit hein, sur ce plateau, a remarqué qu'avant, il ne codifiait pas son téléphone et maintenant il le fait. En général, sa doléance, elle est simple. Je veux le mot de passe. Est-ce qu'il faut aller dans cette logique-là de tout le temps céder aux doléances de nos chéris, de nos femmes, pour éviter justement ce climat de jalousie dans le couple? Non, moi je ne pense pas qu'il ne faut pas céder. Je ne pense pas qu'on doit céder. C'est comme je disais tout à l'heure à David que lorsqu'on entreprend une relation, il faudrait être vrai d'abord au début de la relation pour que ce genre de choses n'arrivent pas.
dans nos futurs de notre relation. Donc, quelqu'un qui codifie son téléphone, il cache quelque chose, il n'est pas vrai? Ben... discutons, moi je suis preneur, discutons. En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. D'accord, la question de base, c'est est-ce que la jalousie est bonne ou mauvaise? En fait, je pense que c'est ça, je vais juste reformuler. À un niveau, comment éviter la jalousie, bien comment rassurer son partenaire? Tout à l'heure, c'est pourquoi je disais qu'en amour, tous les débuts sont beaux. C'est pourquoi les hommes prennent plaisir à recommencer. C'est pour dire que quand on va vers une personne, on se donne une meilleure image de soi-même. Ça veut dire qu'on s'interdit certaines choses. Mais après, dès que la personne est installée, on se dit c'est acquis, on change. Pas qu'on change, maintenant on devient nous-mêmes. On dit, à beau chasser le naturel, il revient au galop. On devient nous-mêmes. Ça veut dire que les choses qu'on permettait, on ne permet plus. Maintenant, c'est à nous de faire comprendre à l'autre que voilà comment on roulait, voilà comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, on se connaît, on est ensemble. Il faut que tu apprennes à me faire confiance. Tu veux mon mot de passe du téléphone? Je prends le tien aussi. Tu comprends un peu? Il faut pas. Vous savez, les gens ont tendance à dire ce qui m'intéresse, moi, c'est le bonheur de l'autre. Vous ne pouvez pas rendre une personne heureuse si vous n'êtes pas heureux vous-même. Ça, c'est clair. Donc, si l'autre veut votre mot de passe, qui vous donne le tien aussi, en fait. Si elle n'a pas de mot de passe dans son téléphone. Mais si elle n'a pas de mot de passe dans mon téléphone, j'enlève le mien parce que j'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un qui a un mot de passe, c'est forcément quelqu'un de quelqu'un de soupçonneux, quelqu'un qui cache quelque chose. Vous comprenez un peu? On reçoit tous des messages. Je vous prends un exemple. Mon frère peut m'envoyer un message me parlant de quelque chose d'intime, d'accord, que j'aimerais pas que ma copine découvre parce qu'il y a des conversations personnelles. Imagine vous savez, les femmes ont tendance à dire que les frères protègent les frères. Elle va se dire, elle parle beaucoup avec son frère. Les sœurs protègent les sœurs. Qu'est-ce qu'ils se disent? Elle peut tomber sur une conversation qui n'a rien à voir avec elle. Elle se rend compte de certaines choses qui sont peut-être d'autres familiales, d'autres personnelles. Et par rapport à ça, justement, par rapport à ça, Chloé, on a parlé évidemment, David a parlé de cette capacité à rassurer son partenaire ou sa partenaire. Évidemment, quand on est dans ce sentiment de jalousie, on ne sait pas, on a du mal à placer les limites, en fait. Du coup, qui les place, ces limites? À qui revient le rôle de placer les limites dans cette, on va dire, cette zone de confort liée à la jalousie? Le rôle revient aux deux partenaires. Parce que la personne la plus jalouse, ça devrait, comment dire, l'initiative devrait venir d'elle-même, en fait. Mais en général, quand on est jaloux, vous l'avez dit, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est ce qui conduit, vous l'avez souligné, à la jalousie possessive, maladive, comme vous l'avez dit. C'est parce qu'on ne sait pas trop où placer nos limites, où se situent nos limites. Est-ce que c'est pas la personne qui est de l'autre côté de dire, ah tiens, bon, je pense que là, il faut aller dans ce sens-là parce que je pense que là, ça n'arrange pas le couple. Est-ce que c'est pas la personne, supposant que ça soit l'homme le plus jaloux, est-ce que c'est pas la femme de placer les limites? Oui, l'autre partenaire peut le faire, mais l'autre peut le percevoir cela un peu comme pour dire mais pourquoi tu ne veux pas que je fouille dans tel ou tel aspect de ta vie? Pourquoi tu ne veux pas que je sache telle ou telle chose? Donc ça peut peut-être envenimer les choses. Donc du coup, l'initiative doit venir de la personne. Elle doit comprendre que là, j'en abuse en fait. Je prends son énergie, je puise son énergie et la personne en face devient comme fatiguée, comme morne en fait. Donc l'initiative va venir de la personne la plus jalouse. Elle doit finir par comprendre que je ne peux pas continuer dans cet état, sinon j'emmène mon couple à la fin. Justement, un chanteur que vous connaissez tous sur ce plateau qui a chanté La jalousie, c'est Dadju. Dadju, il a dit, je cite, « Quand j'aime, je suis jaloux ». Vous partagez évidemment cette assertion de notre ami Dadju, Chloé? Oui, je la partage. D'accord. Et vous, quand vous aimez, vous êtes jalouse? Oui, mais à petite dose. D'accord. Oui, Christopher, allez-y. Oui, je voulais revenir sur ce que Chloé disait tout à l'heure quand elle parlait de la personne qui doit placer les limites, c'est la personne la plus jalouse. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, Régis, quand on est jaloux, souvent, on ne se contrôle pas. Exactement. D'accord. Donc, c'est à la personne la moins jalouse ou la personne qu'on jalouse qui devrait, par contre, rassurer la personne qui jalouse. Parce que, je prends mon exemple, si madame me dit, par exemple, que Christopher,
pourquoi tu codifies ton téléphone? Et moi, je réponds comme mon cher frère David, Mm. que en fait, je n'ai pas envie, par exemple, que tu tombes sur des conversations avec ma famille. Maintenant, si tu veux qu'on lise les messages, alors on va lire les messages et puis bon. Bon, ça peut conduire à autre chose, hein. mais c'est toujours bien d'installer ce climat de confiance. Voilà, oui. pour justement installer de la confiance, en fait que la personne jalouse essaie un peu de limiter son degré de jalousie. C'est ce que je voulais, par contre. Lorsqu'on parle de jalousie, mon cher David, dans le couple, ça conduit généralement à des disputes. Est-ce que ces disputes sont, on va dire, assez intéressantes, importantes pour le couple? Oui, je pense qu'elles sont importantes parce que ça permet à l'autre de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas et que l'autre comprenne aussi ce qu'il a fait, bien ce qu'il a posé comme acte qui a poussé l'autre à devenir jaloux. D'accord, moi je voulais dire que dans un couple, je vais rebondir sur ce que disait Chloé, c'est question de compromis. Quand on se met ensemble, c'est des compromis. On accepte l'autre tel qu'il est. Alors, la discussion, les disputes, ça a quelque chose de novateur ou encore de déclencheur parce que ça permet à la personne jalouse de s'exprimer. Vous savez, si on ne dit pas ce qu'on ressent, ça crée un climat qui peut mener à la fin de la relation. Or, il faut s'exprimer, quel que soit le niveau de discussion, il faut s'exprimer. Il faut dire ce qu'on ressent. On dit toujours de la lumière, de la lumière. Merci beaucoup, Chloé. Donc, il faut discuter, pas se disputer. Il faut discuter pour pouvoir s'entendre. Elle est belle la chute, on va chuter avec, mais juste en quelques mots, Oxence, parce que nous arrivons au terme de cette première partie. On va conclure évidemment cette première thématique, la jalousie, preuve d'amour, mais avec modération. Exactement. La jalousie, preuve d'amour, mais avec modération. Et c'est sur cette belle phrase que nous marquons une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite parler d'un phénomène, c'est considéré comme tel en tout cas par beaucoup de personnes, c'est cette capacité à se soulager. Alors on nous dit souvent, on a entendu cette phrase un peu partout de notre maman ou de notre grande sœur ou grand frère, pleurer ça soulage, pleurer ça soulage. Mais est-ce réellement le cas, mon cher David? Oui, pleurer ça soulage parce qu'on peut passer une mauvaise journée, comme une belle journée aussi. On a parfois envie d'extérioriser ce qu'on ressent. Donc parfois pleurer, ça fait du bien de pleurer. Ça permet de se dégager. D'accord. Et est-ce que vous partagez cette assertion, Chloé, le fait de pleurer, est-ce que ça permet d'extérioriser une douleur et autre chose? C'est important de pleurer? Oui, bien sûr. Par expérience, ça permet de faire sortir des émotions, de pouvoir les extérioriser parce que trop accumuler des choses, on peut faire une dépression par rapport à ça. Donc, pleurer ou rire, ça permet de respirer et de voir les choses sous un nouvel angle. D'accord, oui, allez-y, Oxence. Je voulais ajouter sur ce que David et Chloé ont déjà dit, pour dire qu'en fait, pleurer, c'est une bonne chose. Pleurer soulage. Pleurer est un médecin endormi que beaucoup ignorent. Lorsqu'on pleure, on se rend compte que nous sommes en train de vider ce qui est dans nous qu'on ne peut pas exprimer. Donc, je pense que pleurer, c'est une bonne chose. Vous avez pleuré, vous? Non. Non, en fait, non. D'accord, non, mais on a senti en tout cas cette vivacité en vous. Oui, non. D'accord, ok. Nous allons revenir à toi, Christopher. Évidemment, on a parlé de la nécessité de se libérer en pleurant. C'est important de le faire. Alors, plus jeune, les garçons étaient invités à retenir leurs larmes avec cette phrase « Un garçon, ça ne pleure pas ». Pourquoi on a toujours tendance à féminiser cet acte, en fait? Pourquoi? Alors, quand on regarde la femme et l'homme, et sa manière à elle d'exprimer ce qu'elle ressent, c'est seulement pleurer, alors que l'homme, avec la force qu'il détient, il est capable de retenir ses larmes. Et moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit tout de suite. Allez-y. Si on a des larmes, de façon naturelle ou biologique, alors pourquoi les retenir si elles sont destinées à couler? Justement. Voilà, donc pour ma part, cela, c'est la société qui nous impose ce langage-là, que pleurer, c'est pour les femmes et non pas pour les hommes. Donc, oui, mais donc du coup, David, ça ne remet pas en cause la masculinité d'un homme lorsqu'il pleure? Pas du tout. Parce que en fait, il faut comprendre que la société est régie de telle sorte que l'homme soit toujours au-dessus. Or, en réalité,
l'homme et la femme marchent côte à côte. Donc pleurer, c'est un sentiment comme tout autre en fait. Vous savez, on ne pleure pas seulement de tristesse, hein. On pleure de joie. Moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré parce que j'étais triste en fait. J'ai pleuré parce que j'étais content de l'avoir en fait. Donc pleurer parfois, ça permet de, comme elle le disait Chloé, ça permet de voyager en fait. C'est comme un voyage où on le vit seul. Comprenez un peu. C'est un moment intime avec soi-même. On voyage, on se dit, on découvre d'autres choses, on se découvre soi-même. On se dit, je suis sensible aussi comme tout le monde. Ouais, c'est surtout ça, parce que Auxence, quand on voit un homme, Christopher l'a dit, en général, voilà, nos moments nous ont toujours rassurés sur ce point. Un homme, ça pleure pas, mais un homme, c'est un être humain aussi et qu'il a des émotions en lui qu'il doit évidemment évacuer. On parle également de cette capacité à se soulager. On a fait évidemment le lien, hein, la différence entre évidemment les femmes qui pleurent et un homme qui pleure. Mais est-ce que réellement et concrètement, les hommes pleurent plus que les femmes? Déjà, c'est une question vraiment un peu complexe, parce que si on fait retour dans nos coutumes ou encore au village, en réalité, un homme ne doit pas pleurer plus qu'une femme. Parce qu'on dit que l'homme, en fait, c'est le garant de la famille. Comme pour dire que l'homme, aujourd'hui... Oui, mais il a ses faiblesses, c'est quelqu'un d'assez émotif aussi, oui, l'homme. C'est vrai, mais Régis, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, vous êtes père des familles, vous avez des enfants, et il y a une situation qui arrive, vous n'allez pas pleurer devant vos enfants. Si vous, Régis, vous êtes père des familles, vous n'allez pas pleurer devant vos petits-enfants de 2 ou 3 ans, comment est-ce que ces enfants vont se sentir? D'accord. Donc, c'est dans cette condition-là qu'on dit que pleurer n'est pas bon devant une foule. En fait, quand je parle de la foule, le plus souvent, ce sont nos enfants qui sont moins âgés. D'accord. Raison pour laquelle... Et qui peuvent avoir une interprétation où on a du mal à comprendre leur papa en train on voit de souvent, pleurer. Quand un père de famille se met à taper, par exemple, sur sa femme, les enfants qui ne savent rien, eux aussi, la femme pleure, les enfants eux aussi pleurent, en fait. Papa laisse maman tout en pleurant, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. D'accord. Et évidemment, on rappelle, la violence conjugale, ce n'est pas une bonne chose. Oui, David, allez-y. Non, moi je dis à un moment donné, il faut voir les choses sur un autre angle en fait. Comprenez, un père de famille peut pleurer pour plusieurs raisons. Il faut juste mettre les choses dans son contexte. Pourquoi il pleure? Il a peut-être perdu son travail. Voilà. S'il pleure devant ses enfants, excusez-moi, le cas où il perd son travail, mais qui va nourrir la famille? Les enfants, à un moment donné, vous savez, le problème qu'on a chez nous, c'est qu'il y a trop de tabous, il y a trop de secrets. Un enfant est un membre de la famille à part entière, comme son père, comme sa mère. Il doit vivre les situations que vive la famille. Parce que, vous permettez, si vous mettez tant les barrières aux enfants, c'est pour qu'on se retrouve chez nous en Afrique avec des enfants qui ont 40 ans, 50 ans, des enfants. Il faut que l'enfant comprenne que la vie n'est pas facile. Quelle que soit la situation, un homme a le droit d'émettre des émotions. Un homme a le droit d'éprouver des émotions comme tout être humain. Une femme, ça pleure, un homme, ça pleure. Et justement, mais en général, on dit que, Chloé, les hommes pleurent, mais ils pleurent en cachette. Le plus souvent, c'est ça. Il pleure pas devant tout le monde. Il va se retrouver dans sa chambre, peut-être, et il va peut-être verser une larme et tout. Mais je voudrais dire une chose, c'est que un homme qui pleure, ce n'est pas un homme faible. Ça n'enlève en rien sa masculinité, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit un homme. C'est juste qu'il montre qu'il est un humain, qu'il ressent des choses, qu'il a un cœur fait de chair et de sang et que ce n'est pas une pierre en fait. Et un homme qui est capable d'exprimer ses sentiments, c'est très beau. Et moi j'ajouterais parce que... Bon, c'est la vie d'une femme. Bien sûr, j'aime ça. Oui, allez-y, Christopher. Oui. Voilà, parce que comme disait Chloé, un homme qui pleure, ça n'enlève en rien sa masculinité. Et moi je dirais mieux, un homme qui pleure devant des autres, en réalité, ça montre à quel point aujourd'hui, il n'a rien à battre de la vie des autres. Parce qu'en réalité, quand on se cache pour pleurer, on a peur en fait de la vie. Oui, le regard des autres. Exactement, en fait, exactement. Ouais, donc moi je pense qu'un homme qui pleure, non pas seulement en cachette, un homme qui pleure devant les autres, c'était un véritable homme et véritable viril. Alors, il y a l'ancien président du Sénégal, qui est évidemment Léopold Sédar Senghor, disait, je cite, « Pleurer n'est pas une faiblesse, mais un signe d'intelligence émotionnelle ». Vous partagez cette assertion, David? Tout à fait. Vous savez, comme je le disais tantôt, pleurer ne fait pas de nous des femmes, fait de nous des êtres humains. Ça montre aux autres qu'on éprouve des sentiments, qu'on est capable, nous aussi, de ressentir le mal comme le bien. Parce que dans la vie est faite de haut et de bas. Vous savez, il y a
il y a deux virages sur la route d'une voiture, à gauche ou à droite. Il y a le mal, il y a le bien. Il y a des émotions hautes, il y a comme des petites émotions. Mais à tout moment, il faut savoir les exprimer. Ça peut passer par des pleurs. Je disais tantôt que l'une des plus belles mélodies qu'on peut se faire à soi-même, c'est pleurer. Quand on est seul ou avec des gens. Ça montre aux autres qu'on est humain. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'association de l'ancien président. D'accord. Et on a parlé d'un point. Je reviens vers toi, mon cher Oxens. Tu l'as souligné dans ton argumentaire. Tu parlais de cette capacité pour un père de famille de s'exprimer autrement que par la parole. Donc il pleure, les larmes, c'est une manière aussi de s'exprimer. Mais est-ce que quelque part, c'est aussi une leçon pour aller dans le sens de Christopher quand il parlait de David, quand David parlait du papa qui pleure peut-être parce qu'il est dans une situation difficile et qu'il a besoin aussi de montrer à ses enfants qu'écoutez, la vie n'est pas simple, elle est difficile, elle est dure aussi. Et ce côté difficile de la vie peut me conduire, moi, à verser des larmes. Donc c'est une leçon de vie quelque part aussi. Oui, dans un premier cas, je dirais que oui, c'est une leçon de vie. Et dans un deuxième cas? Dans un deuxième cas, je dirais que non. D'accord. Parce que en réalité, un papa doit être celui-là qui doit être fort. Et quand je parle d'être fort, normalement, la logique voudrait que, peu importe le souci, un papa ne doit pas couler ses larmes devant ses enfants. Parce que s'il coule ses larmes devant ses enfants, qui va retenir les enfants? Mais ça, c'est la logique. Mais qu'en est-il de la réalité? Quelle logique? C'est quelle logique? Non, mais quand qui a instauré cette logique? Non, quand je parle de logique, c'est par rapport au fait du père et des enfants. Non, que ce soit l'homme de la famille et qu'en tant que garant de la famille... Voilà. Le père de famille est un membre comme le père, comme la mère, comme le fils de la famille. Ça veut dire qu'une famille est une chaîne. Oui. Comprenez un peu. Pourquoi la maman ou le fils a le droit d'exprimer ses émotions et lui pas? Christopher, allez-y. Moi, je voudrais dire que ce soit en cachette, ou comme David pouvait le dire, de manière présentielle, quitte à montrer aux enfants, je pense que dans tous les cas, c'est une leçon. Parce que si on se cache quand on pleure, on veut rassurer la famille, on veut que tout va bien, évidemment. Tout va bien. Voilà, on veut montrer aux enfants que tout va bien. Maintenant, si on montre à l'enfant ou bien à la famille que là, je suis dans une situation difficile, c'est comme David pouvait le dire, on apprend à l'enfant que la vie n'est pas facile. Oui. Et puis... Est-ce que vous pensez que c'est pleurer la meilleure solution de dire à l'enfant que là où je suis présentement, ça ne va pas? Mais vous l'avez dit, pleurer, ça soulage. Donc c'est que c'est une manière pour lui de se soulager et de montrer aussi que ça ne va pas. Et moi, je vais aller loin. Pleurer peut pousser au fils de main à son père qu'est-ce qui ne va pas. Vous savez, en Afrique, on a tendance à mettre des barrières. Le père ne discute pas avec son fils. La mère ne discute pas... Bon, la maman, encore ça va discuter avec leur fille. Mais le plus souvent... On a tous gagné avec papa, le plus souvent sur le journal, on regarde. Il n'y a pas d'échange. Mais en parlant de ça, David, je vais t'interrompre un moment. En parlant de ça, alors en off, on a échangé et tu m'as laissé entendre que tu es très proche de ta maman qui nous regarde sûrement. Du coup, comment ça se passe? Parce que toi, ça t'est arrivé un moment d'aller pleurer dans ses bras? Parce que peu importe l'âge, on reste toujours le bébé de sa maman. Hein, donc... Bien sûr, et je l'ai fait récemment aussi. Donc, vous savez, ma mère, je dis souvent, c'est ma grande sœur, d'accord? Parce qu'au niveau de la taille aussi, on se suit un peu. Mais c'est l'une des personnes qui me comprend le mieux. D'accord. D'accord, ce qui fait en sorte que devant elle, je me mets à nu, littéralement, bien sûr. Et je ne peux rien cacher à ma mère. Ça veut dire que quand je souffre, je le lui dis. Et quand je pleure aussi, je le lui montre en fait. Donc avec elle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cachetterie. Et justement, Chloé, parce que c'est que notre ami David dit, c'est assez intéressant. C'est vrai que lorsqu'on pleure devant une personne, on a envie de s'exprimer. C'est une manière de s'exprimer. Donc on vide, comme David Oxens l'a souligné, on va dire les données négatives qui sont en nous, on va les faire sortir. Mais qu'est-ce que la personne qui est en face ressent? Supposons que vous êtes dans une situation où c'est votre frère qui pleure. Comment vous vivez la chose de l'autre côté? On ne la vit pas bien, forcément. Si ce sont des larmes de tristesse, on peut facilement, peut-être pas facilement, ça dépend de la sensibilité de tout un chacun, on peut ressentir ce que l'autre, pourquoi l'autre pleure, sans pour autant qu'elle ne sorte un mot. Parce que des fois, on pleure parce qu'on n'arrive pas à exprimer, on n'a pas les mots pour dire ce qu'on ressent. Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui pleurent quand ils sont en colère. Hein. La colère est tellement grande qu'ils sont obligés de pleurer parfois. Ouais. Exactement. Oui, en fait, je voulais ajouter ce que Chloé dit. En fait, quand on voit une personne qui pleure et on voit l'émotion de ses pleurs, on ne peut que compatir en fait. On ne peut que compatir parce qu'on essaie de s'imaginer qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que la personne pleure. D'où on rentre dans, dans la personne qui pleure pour compatir avec elle en fait. Là, je vais aller loin. Vous savez, comme je disais tantôt, quand on pleure, comme je disais,
c'est un message qu'on veut faire passer. Ça pousse aux autres de venir vers nous demander qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi je vous ai pris tout à l'heure le cas d'un père qui pleure devant son fils. Ça pousse à l'enfant d'installer le dialogue entre le père et lui. Et parfois, les gens qui pleurent, pardon de t'interrompre, David, mais en général, les gens qui pleurent, c'est des gens qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de parler et qui attendent juste l'élément déclencheur. C'est un appel. Et en général, c'est la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Merci. C'est un peu comme un appel de détresse. C'est un appel en fait. Oui. Et là, tu vas te soulager, tu vas discuter, tu vas raconter. Ça peut être des larmes de joie. En fait, il faut comprendre que pleurer, ce n'est pas forcément de tristesse. Parce qu'on a l'impression, quand nous entendons parler, qu'on pleure souvent de tristesse. On pleure de joie aussi. Oui, quand on pleure de colère aussi. Oui, évidemment. Ouais. Comprenez un peu. Moi, il m'est arrivé de pleurer devant un match de foot. C'est pas forcément de la tristesse, mais ça, c'est la passion. C'est la passion. On pleure de passion, vous voyez un peu. Ouais. Peut-être parce que tu as perdu un pari. Elle est bien bonne, celle-là. Et justement, mon cher Christopher, alors, les points qui ont été soulignés par notre ami Oxens et notre ami David, évidemment soulignés au rouge, c'est peut-être aussi quelque part une manière de redéfinir un petit peu le statut de l'homme en ce qui concerne évidemment cette capacité à pleurer, parce que le regard de la société, vous l'avez souligné, on l'a dit, les hommes pleurent, mais ils pleurent en cachette. Est-ce qu'aujourd'hui, l'important, c'est quoi aujourd'hui, Christopher? Se désensibiliser, de changer le regard de la société sur l'homme de manière générale? Moi, je pense que c'est de sensibiliser et de changer le regard sur l'homme de manière générale. Parce que, comme a dit Léopold Sédar Senghor, pleurer, c'est un signe d'intelligence émotionnelle. D'intelligence émotionnelle. Donc, quand on a conscience de nos émotions, on cherche à comprendre ce qui se passe dans la tête et à mieux gérer. Maintenant, si on n'arrive pas à gérer, je ne sais pas, de manière physique nos émotions, déjà que je ne pense pas que c'est quand même assez facile, quoi. Ouais. Donc, du coup, on a recours aux pleurs, on a recours aux larmes. Donc, il faut vraiment qu'on change la manière, le regard sur l'homme. Il faudrait qu'on sache que l'homme est un être humain qui a un cœur. Et le cœur n'est pas une pierre, et du coup, capable de ne pas supporter certaines choses qui pourront lui pousser à pleurer. La société nous impose tellement de choses et il faudrait qu'on arrive à se détacher peu à peu de toutes ces choses-là. En fait. Mais la société, c'est qui? Mais la société, c'est tout ce qui nous entoure. Ce sont les médias, par exemple, qui nous donnent un modèle de vie ou un modèle d'homme. De l'homme, oui. Qui n'a pas forcément un lien direct avec l'homme qui pleure. Exactement. L'homme dont on parle aujourd'hui est régi par la société traditionnelle. On nous fait croire qu'un homme, ça ne pleure pas. Vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que les choses évoluent. Un homme est fait de chair et d'os comme la femme. Il a le droit d'émettre des émotions. Donc aujourd'hui, le regard doit changer et sur la femme et sur les hommes. Surtout la relation que nous avons avec les émotions. Parce que si on ôte de l'homme la capacité à mettre ses émotions, on fait nous des robots. Nous ne sommes pas des robots. Et en parlant de ça, justement, en parlant de robots, alors, il y a évidemment un comédien que nous connaissons très bien sur le continent aussi, connu sur le continent et hors du continent, c'est Michel Gowou, le comédien ivoirien connu partout dans le monde, qui disait qu'en fait c'est très compliqué, je cite, c'est ce qu'il disait lors d'un sketch diffusé sur une chaîne cryptée européenne, que j'éviterai évidemment de citer. Alors il dit, les larmes, c'est compliqué aujourd'hui de reconnaître le vrai et du faux. Les femmes utilisent les larmes pour tromper. Vous êtes la seule femme sur le plateau, Chloé, évidemment, c'est risible, mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui. Évidemment, il a dit sous un ton ludique, oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui? La femme utilise les larmes pour tromper? Oui, bien évidemment. Parfois, on a cette tendance-là à vouloir... on est capricieuse, des fois. Donc, lorsqu'on veut obtenir quelque chose d'un homme, où on veut absolument l'avoir, on use de... Oui, on emploie toutes les méthodes. Et le dernier recours, ce sont les larmes. Parce qu'en général, un homme, il n'aime pas voir une femme pleurer. Donc, on utilise les larmes. Mais est-ce que ça marche dans les deux sens? Est-ce que les femmes aussi n'aiment pas voir les hommes pleurer? Non, enfin, je parle de moi. Les autres femmes, je ne sais pas. Mais je parle pour moi, dans les femmes qui se retrouvent un peu dans ma catégorie. Un homme ne pleure pas pour tout, c'est vrai, mais pour les choses essentielles, si je vois un homme pleurer, mon frère, mon père ou mon conjoint, je ne vais pas me dire « Ah, c'est une femme laide ». Non, c'est un homme, il exprime ses émotions, point.
D'accord. Et oui, Christopher. Je voulais d'abord mieux comprendre la question parce que quand, tel que posé comme ça, j'ai envie de me dire, c'est de façon dogmatique. Et évidemment, on est dans le dogme, mais lui, c'est une observation. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que les femmes utilisaient les larmes pour, en tout cas, soit séduire, soit, comme elle a dit, attirer de la sympathie. Donc, est-ce que quelque part, pour lui, c'est difficile de reconnaître des vraies larmes? Des fausses larmes en fait. Je pense quand même que pour lui, c'est difficile de reconnaître des vraies larmes, des fausses larmes. Vous arrivez à le faire? Vous arrivez à reconnaître ça? Je veux dire, aujourd'hui, votre petite amie pleure, vous pouvez savoir qu'elle pleure parce qu'elle a besoin d'un transfert d'argent. Exactement. D'accord, bon. On a trop bon, il nous donnera la technique à la fin. J'irai prendre les cours chez lui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de comédiens, en fait. Quand je parle de comédiens, c'est quand même dans la vie de tous les jours, on a trop de comédiens. Parce qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. On ne sait plus qui est qui. On a vu pendant des moments difficiles, les gens pleuraient, mais tu te poses quand même la question que c'est de la comédie, bien ils pleurent pour de vrai. Oui, parce qu'il y en a qui font dans l'extravagance. Justement. Donc je pense que d'une part, il a raison. Et surtout, il faut comprendre que la femme, pas seulement la femme, hein, nous tous, on use de toutes les méthodes pour atteindre certains objectifs, pour avoir certaines choses. Et vous pleurez, vous, David? Ça vous arrive de pleurer quand vous voulez obtenir les faveurs d'une femme? Oui, moi je l'ai fait ça avec ma grand-mère. Hein. D'accord. Oui, et ça marche à tous les coups. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, quand je l'appelle, papa, ça va? Non. Elle me dit, ouais, tu vois, ça marche. Mais apparemment, Oxan, c'est une technique, on va dire, efficace, mais on est né avec aussi, parce que plus jeune, quand on était tout petit et qu'on voulait un présent de notre papa ou de notre maman, on avait cette technique de pleurer pour obtenir ce qu'on veut. Oui, tout à fait. J'ai ri parce que je l'ai pratiqué, en fait. D'accord. Ben, si ça peut vous rassurer, on a tous pratiqué. Hein. Donc, non, c'est vrai. Mais moi, je voulais un peu revenir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un comédien africain. Oui, Michel Gou, voilà. en l'occurrence. Et je voulais aussi dire qu'il y a aussi un autre comédien africain, notamment un Gabonais, Omar Defundo, qui a pour habitude de dire qu'en réalité, lorsqu'il y a un malheur, on voit de ces femmes-là qui ne pleurent même pas celui qui est mort, mais elles pleurent les parents qui est décédé depuis. Comme pour dire qu'aujourd'hui, c'était pour faire un lien avec la question que vous avez posée à Chloé, pour dire que quelqu'un peut pleurer, pas parce qu'il a envie de pleurer, mais il pleure pour... comment dirais-je, susciter de la sympathie, de la compassion. Voilà. Donc c'est ça. Donc Michel Gou et Omar Defundo nous ont quand même montré que les gens peuvent pleurer aujourd'hui pour prendre seulement quelque chose de l'autre. Alors revenons sur notre spécialiste aujourd'hui sur le plateau de Génération News, Christopher. Il y a un point évidemment que tu as souligné, on est tous ici très concentrés sur ce que tu vas nous dire. Alors tu arrives toi à discerner une personne qui pleure de tristesse et une personne qui pleure pour susciter de la compassion dans un but bien précis, obtenir quelque chose derrière. Comment tu arrives à faire cette distinction? Nous, on est preneurs. D'accord. Bon, lorsqu'on est dans une situation, par exemple, prenons un deuil, on est au moins sûr. C'est vous qui m'apprenez qu'aujourd'hui, que les gens qui pleurent pendant un deuil peuvent mentir. Mais moi, je dis, quand on est dans un deuil, on pleure le défunt. Non, mais ils n'ont pas généralisé. Voilà pourquoi je disais, je voulais comprendre au mieux la question. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, quand madame m'écrit, par exemple, pour me dire j'ai besoin d'un transfert, et si à la suite de ça, je réponds négativement, et qu'elle pleure, je suis sûr qu'elle pleure parce qu'elle a besoin de ce transfert-là. D'accord. Voilà, donc c'est dans ce sens que j'étais en train de parler, que je ne comprenais vraiment pas votre question tout à l'heure, quand vous dites les femmes pleurent parce qu'elles suscitent de la sympathie. Non, parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Elles ont besoin de quelque chose, mais évidemment, si elles ont besoin de quelque chose, ça veut dire qu'elles vous ont d'abord dit que j'ai besoin de ça. Oui, mais est-ce qu'elles ont besoin de pleurer pour obtenir ça? Mais si c'est le dernier recours. On utilise un dernier recours. Voilà. Lorsque les autres techniques ne fonctionnent pas, visiblement, Et moi, j'ai une question. Vous avez commencé à pleurer cette année 2021, Chloé? Non. D'accord. Bon. Moi, j'ai une question à poser à Christopher. On suppose que votre dame n'a pas demandé l'argent avant et qu'elle s'est mise à pleurer en premier. Là, ça va être difficile. Là, ça va être difficile. Oui, voilà. Non, mais nous, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire comment discerner le faux du vrai. Le faux du vrai, en fait. C'est un peu difficile pour quelqu'un ou bien une femme de pleurer sans, je sais pas, sans d'abord à la base faire recours de quelque chose. La technique, elle est simple. Notre amie Chloé nous l'a déposée sur ce plateau de Génération News. C'est le dernier recours. Supposons, David l'a dit, que la femme ne va pas venir avec l'esprit de demander.
Elle sait, Christopher, c'est mon petit ami, je connais le point faible, il a du mal à me voir pleurer. Je vais commencer à pleurer et je vais attendre qu'il me demande qu'est-ce que je veux pour émettre évidemment mon souhait et mon vœu. Mais c'est clair que même là, après, on sait pourquoi la femme pleure. Mais au début, Oui, mais au début, c'est difficile de le savoir pour qu'elle pleure, si elle ne vous le dit pas en fait. C'est peut-être physiquement voir que la personne pleure, ne pleure pas réellement, c'est peut-être difficile. C'est pas comme le rire ou le sourire où on peut facilement décerner un vrai sourire d'un sourire forcé, mais physiquement, je pense pas que ce soit aussi facile que ça de voir une personne qui ne pleure pas réellement. Non, parce que la larme, c'est tout un message qu'on envoie derrière. Oui, Oxens, oui. Moi, je voulais un peu comment dire, je répondre à David tout à l'heure. Il disait à Christopher, mais comment reconnaître que cette dame, votre dame par exemple, elle pleure sérieusement et sincèrement. Mais moi, je voulais simplement dire que non. Lorsqu'on est avec une personne, notamment notre conjointe, on sait en réalité notre conjointe, on la maîtrise. Donc, on peut toutefois définir si là, elle pleure sérieusement ou encore là, elle ne pleure pas sérieusement. Tu te maîtrises toi-même? Je ne suis pas sûr. Tu ne peux pas maîtriser autrui si tu ne te maîtrises pas. Donc, dis que mais non. La maîtrise dont il parle ici, c'est pas du genre. C'est-à-dire que ce sont des méthodes employées pour obtenir quelque chose. Ça, on peut maîtriser. On peut maîtriser. Tu ne peux. La personne. Je voulais te renvoyer une question. Qu'est-ce que tu attends pas? Tu te maîtrises toi-même. Parce que tu te connais. Je me connais. Sûr. Mais pourquoi pas? C'est quoi ta pensée, David? Parce que il a dit, ma conjointe, je la maîtrise. Vous ne pouvez pas maîtriser une personne qui n'est pas vous. Oui, c'est peut-être même. Laisse-moi. Peut-être que le terme est un peu fort. Il faut faire. Je bien les méthodes de la personne, on peut maîtriser. Il y a quelque chose, il faut comprendre un truc. Je vous assure un truc, tu es fort physiquement, n'est-ce pas? Oui. Mais mentalement, la femme est plus forte. Je vais te dire quelque chose. Quand une femme va obtenir quelque chose, quel que soit alpha ou elle obtient, elle a deux âmes. Tu comprends un peu? Oui. Son état émotionnel. Bon, on va éviter le d'accord. Ce qui fait en sorte qu'elle sait. Oui. Je n'ai pas dit qu'elle vous connaissait, qu'elle vous maîtrisez, j'ai dit qu'elle sait sur quoi il faut se baser pour t'atteindre. Justement. Ce qui fera en sorte que tu sois dur ou que tu sois dur comme le fait, tu vas céder. Oui. Donc, dis que tu la maîtrises, ce serait trop dit. Donc, j'ai peut-être poussé le bouchon plus loin. Oui, j'ai peut-être poussé le bouchon plus loin. Un peu fermé. D'accord. Donc, je vais essayer de refermer. Ouais, refermer un peu. Je vais essayer de refermer. Comme pour dire que quand on est avec une personne, notamment un homme ou une femme, on essaie quand même de connaître la personne en fait. Comme pour dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas être avec une personne que je ne connais pas quand la personne dit quelque chose qui n'est pas bon. Mais je pense que c'est même le processus, hein, quand on fait la cour à une femme, on est dans ce processus de mieux connaître la personne. Et puis le temps aussi nous amène à mieux connaître, tu vois, à connaître la personne. Je te prends un exemple. Il t'est arrivé d'aller regarder le foot chez Régis, non? Bien sûr, je n'ai pas les regarder chez Régis, tout comme chez toi aussi. Merci, on a grandi une fois. Madame te pose la question, tu es où? Si je suis chez Régis, j'ai dit non, elle te pose la question, tu es où? Bah, il répond, tout simplement. J'ai dit où je suis. Tu réponds comment? Je suis en train de regarder le match chez Régis. Et en parlant justement de match, c'est la fin justement de cette deuxième mi-temps consacrée évidemment à Génération News. Merci à Chloé, étudiante en droit maritime, d'avoir participé à Génération News. C'est un plaisir de te recevoir. Oxens, étudiant en gestion des entreprises et administration. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Merci. On remercie également notre ami Christopher, en tout cas le psychologue du plateau Génération News, étudiant en agro-industrie. Merci d'avoir répondu à l'invitation. David, entrepreneur et créateur de contenu, toujours un plaisir évidemment de te recevoir sur le plateau de Génération News. Merci, le plaisir partagé. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.